Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à la Cité des débats, l'événement de la revue politique et parlementaire qui est organisé avec la ville de Saint-Raphaël. Merci à tous d'être là un dimanche matin. Je sais que vous allez être très très attentifs parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Je suis sûre qu'il y aura pas mal de questions à la fin de ce bel entretien. Le thème, la démocratie et les groupes de pression. Démocratie et groupes de pression. Donc évidemment, nous allons voir déjà ce que l'on entend par groupe de pression, définir le champ auquel il peut s'appliquer. On va voir qu'il y a bien plus de champs que ce que l'on imagine. Évolution des modes d'action des groupes de pression. Groupes de pression, quand par exemple on parle de lobby. Et puis, quid de l'influence des groupes de pression à l'ère et à l'heure du numérique. Alors, pour vous parler de ce beau thème, j'accueille David Colomb, qui est enseignant et chercheur en histoire à Sciences Po Paris. Vous venez de sortir un ouvrage, La guerre de l'information, les États à la conquête de nos esprits. C'est chez Talandier. Et puis avec nous également Serge Herzberg, qui rentre tout spécialement des États-Unis, qui est professeur émérite de nutrition Université Sorbonne Paris-Nord. Et vous êtes l'ancien président du programme national Nutrition Santé, et vous êtes l'un des pères du Nutri-Score. Donc tout ce qui est coulisses de groupes de pression, de ce qu'on appelle lobbying dans l'agroalimentaire, vous connaissez, vous en avez fait l'expérience, vous l'avez vécu. Donc votre témoignage va vraiment être très très précieux pour comprendre de quoi nous parlons quand on parle de démocratie et de groupes de pression, puisqu'on se posera la question de savoir si notre démocratie est actuellement menacée par certains groupes de pression. Peut-être pas par tous, mais par certains. Alors tout d'abord, on va définir ce qu'est un groupe de pression. David Colomb, pour vous, quelle définition donneriez-vous d'un groupe de pression ? Je définirais un groupe de pression comme un ensemble structuré d'intérêts, généralement industriels, économiques ou sociaux, qui cherchent à faire prévaloir ces intérêts auprès des pouvoirs publics dans la perspective de la création des normes et de la mise en œuvre des politiques publiques. Le rapport entre un groupe de pression et la démocratie est un rapport compliqué, particulièrement en France, parce qu'il faut se souvenir qu'en 1789, les constituants avaient entendu faire prévaloir une conception rousseauiste de la volonté générale qui ne laissait pas de place à un quelconque corps intermédiaire entre le citoyen et la citoyenne que nous sommes et puis l'expression de cette volonté nationale. Ça s'était traduit notamment par les lois d'Allard et le Chapelier, l'interdiction des syndicats, mais aussi des corporations. Et cette tradition a été confortée par un courant politique très fort en France, le jacobinisme, qui ne repose pas simplement sur une conception centralisatrice de la société, mais aussi sur l'idée que le public doit primer sur le privé, que le service public et l'intérêt général doivent l'emporter sur les intérêts privés. Et le général de Gaulle, par exemple, incarnait parfaitement cette conception d'un État qui était supérieur en tout aux intérêts particuliers, aussi bien des partis politiques que des intérêts privés. Or, aujourd'hui, je pense que tout le monde dans cette salle a bien compris que cet intérêt privé pouvait trouver une place dans la vie politique. C'est surtout que le sujet est complexe parce que c'est quand même inhérent à la nature humaine de vouloir défendre ses intérêts. Hein, voilà, donc on va avancer dans le sujet. Mais pour vous, Serge Herzberg, vous partagez ce constat et cette définition faite par David Colomb ? Oui, totalement. Hein. Bien évidemment, ces groupes de pression qui tentent d'influencer les décisions politiques au travers de moyens de stratégie bien utilisés, on les rencontre dans beaucoup de domaines. Alors, le mien, c'est celui de la santé publique, donc que l'on parle du champ de l'alimentation, du tabac, de l'alcool, des pesticides ou de bien d'autres domaines, la sécurité routière. On est confronté à ces groupes de pression qui viennent essayer d'interférer sur la décision politique. Mais pardonnez-moi, pour qu'on comprenne, quand on dit groupe de pression, ça peut être des associations de consommateurs, ça peut être des syndicats, ça peut être des groupes industriels, ça peut être... Alors, à mon avis, il faut qu'on différencie tout à fait ce qui est l'expression orale, l'expression, disons, de la société civile, qui, à mon avis, ne doit pas être confondue avec le lobbying. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle plus, quand on est dans le cadre de cette société civile, les associations consommateurs, les groupes d'experts scientifiques ou autres,
plutôt de plaidoyer pour différencier, parce que en fait, les lobbies industriels ont souvent tendance à essayer d'entraîner une certaine confusion dans la vision pour laisser croire que l'action de cette société civile était la même. Mais c'est en fait une sorte de propagande industrielle, une stratégie de normalisation, de banalisation. Or, il y a une différence lorsque l'on se bat pour défendre des intérêts spécifiques, le plus souvent privés, ou lorsqu'on se bat pour défendre le bien commun, ce qui est a priori plutôt l'action des groupes de pression de la société civile. Alors, vous qui êtes l'un des pères du Nutri-Score, racontez-nous un petit peu les coulisses de ce que vous avez vécu quand vous avez voulu imposer finalement certaines normes de santé publique et que, disons les choses, vous avez été empêché. Ah oui, alors, je l'ai vécu au travers à la fois du Nutri-Score, mais bien avant dans le programme national nutrition santé, cette politique nationale de santé publique. Dès qu'on a la velléité de vouloir mettre en place des mesures de santé publique qui viennent s'opposer à certains intérêts économiques, on se heurte à ces groupes de pression, à ces lobbies, donc que ce soit les campagnes d'information du PNNS, que ce soit certaines mesures comme l'interdiction des distributeurs automatiques payants dans les écoles, ou bien d'autres, la tentative de réglementation de la publicité, on se heurte à des difficultés liées à ces actions souterraines qui visent à bloquer ces mesures. Nutri-Score, qui est ce petit logo nutritionnel sur la face avant des emballages des aliments, vous l'avez sûrement vu dans vos supermarchés, c'est ce logo de couleur qui va de A à E, du vert au rouge, et qui, d'un simple coup d'œil, permet aux consommateurs de juger de la qualité nutritionnelle des aliments, a fait l'objet de profondes réserves et donc d'actions des groupes de pression industriels, que ce soit des groupes agroalimentaires, que ce soit des syndicats agricoles, pour essayer d'empêcher, avec des stratégies vraiment qui sont bien huilées, que j'ai pu vivre de l'intérieur. Mais alors, quelle stratégie? Alors, quels sont les modes d'action? Les modes d'action, c'est d'abord la tentative de blocage de la mesure au moment de sa conception, avec le développement d'éléments de langage qui visent un peu à discréditer la mesure, donc en utilisant plutôt des références à des valeurs morales, idéologiques, des libertés. Donc le Nutri-Score était considéré comme simpliste, réducteur, stigmatisant, culpabilisant, infantilisant, se heurtant aux intérêts économiques. Ces éléments de langage sont associés à essayer de jeter le doute sur les travaux scientifiques, pourtant très nombreux, qui soutenaient l'intérêt de cette mesure, jeter le doute sur à la fois les travaux scientifiques et les scientifiques qui le portent, et puis essayer, grâce à ces éléments de langage, de faire pression au niveau politique et dans le Nutri-Score, que ce soit au travers des liens plus privilégiés que les opérateurs économiques ont avec certains ministères, comme celui de l'agriculture ou de l'économie et des finances, faire des pressions politiques et au moment des discussions parlementaires, essayer au travers de propositions d'amendements, d'essayer d'empêcher que soit mise en place le Nutri-Score. C'était une bataille qui a duré 4 années, elle n'est pas tout à fait terminée, même si le Nutri-Score a été adopté en France et dans d'autres pays. Elle reste encore d'actualité au niveau européen, puisqu'on discute de la capacité de le rendre obligatoire, puisqu'aujourd'hui, les lobbies ont réussi au milieu des années 2000 à ce que la Commission européenne et le Parlement européen empêchent qu'un État puisse adopter la mise en place sous une forme obligatoire d'un système d'information nutritionnelle pour les consommateurs. Donc la bataille continue, c'est extrêmement complexe et difficile. Et on voit au travers un petit peu de cet exemple assez emblématique de cette problématique d'action de santé publique, les difficultés aussi à gérer dans l'équilibre gouvernemental le poids d'un ministère de la Santé porteur d'action de santé publique, mais dont le poids politique est souvent faible dans les arbitrages interministériels face à d'autres ministères puissants comme ceux de l'agriculture ou de l'économie et des finances. Alors, dans ce beau sujet que nous essayons de développer, démocratie et groupe de pression, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Parce que là, on a des industriels qui disent nous, on défend nos intérêts. Vous vous dites, moi j'ai été empêché, ou j'ai été embêté, ou j'ai été limité. Et là se pose le rôle du politique. Est-ce que dans votre expérience personnelle, le politique a bien joué son rôle et a bien fait son travail, au niveau du législatif notamment? Alors, malheureusement pas toujours. C'est-à-dire que ce soit pour le Nutri-Score, que ce soit pour d'autres mesures de santé publique, on rencontre bien évidemment un soutien politique d'un certain nombre d'acteurs. Le ministère de la Santé est souvent
tout de même, et c'est heureux, c'est son rôle dans la capacité, dans l'essai, dans la tentative de défendre les intérêts les intérêts collectifs, le bien commun, en quelque sorte. Les autres ministères sont également dans leur rôle, que le ministère de l'Agriculture, par sa proximité avec les opérateurs économiques, essaye de défendre leur position. C'est aussi un rôle important, mais dans cet équilibre, ce que je peux regretter au travers de ce que moi j'ai vécu de l'intérieur en tant que président du PNS, c'est que l'argument de santé publique porté par le ministère de la Santé, j'ai vu défiler 9 ministres de la Santé pendant les 18 années où j'ai présidé le PNNS, pèse peu lourd par rapport donc aux autres intérêts économiques portés par d'autres politiques. Alors, qu'est-ce qui sauve l'aspect démocratique, finalement? C'est le fait qu'il y ait quand même une pluralité de sensibilités à l'Assemblée et que donc le bien commun devrait l'emporter. Non, David Collomb, comment vous ressentez les choses par rapport à l'expérience de Serge Herzberg? Je la mettrais dans une perspective historique, c'est-à-dire que pendant très longtemps, les intérêts industriels se manifestaient directement auprès des pouvoirs publics et des élus. Les choses ont changé lorsque nos sociétés industrielles se sont dotées d'une presse grand public, que des droits sociaux ont été accordés, le droit de grève en particulier, le droit de se syndicaliser, et que par conséquent, dans l'espace public, a pu s'affirmer une volonté collective de défendre une certaine conception de l'intérêt général qui pouvait aller à l'encontre de certains intérêts privés. Et c'est dans ce contexte qu'est née l'industrie des relations publiques aux États-Unis avant la Première Guerre mondiale. C'est aux États-Unis que sont nés tous les instruments du lobbying industriel, et je raconte dans l'un de mes livres les parcours de ceux qui ont inventé, créé des lobbies à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et c'est aux États-Unis, enfin, que cette industrie a déployé ses outils dans une perspective qui était une perspective de conquête de marché à l'échelle globale. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu une volonté impériale sur le plan économique des États-Unis sur le long terme, que l'on peut ressentir encore aujourd'hui, et dont l'un des chevaux de bataille, l'un des axes principaux est précisément ces sociétés de lobbying qui, aujourd'hui, proposent également leurs services en Occident. Vous avez parlé en Europe, vous avez parlé et parlé très bien de cette problématique cruciale qui est celle de la fabrique du doute. Je raconte souvent cette histoire. Elle a pour origine la fabrique du doute, les fabricants de tabac aux États-Unis en 1953, qui, face à la révélation devant le grand public des dangers induits par le tabagisme sur leur santé, ont fait appel à l'un des grands maîtres de la manipulation de l'époque, qui s'appelait John Wiley Hill, le patron créateur de la célèbre société Hill et Knowlton, qui a été chargé de mener la contre-offensive pour les 10 plus grands fabricants de tabac. Et il a élaboré une tactique très simple, reposant sur un axe programmatique pas encore prouvé. Not yet proved. Et cela signifie qu'il s'est employé avec l'argent de l'industrie du tabac, et ce, pendant des décennies, à faire prévaloir l'idée que le tabac n'était pas dangereux sur la santé. Il l'a fait de 2 façons. D'abord, en créant une instance pseudo-scientifique et en apparence indépendante, l'Institut de recherche sur le tabac, qui employait des scientifiques qui étaient tout à fait disposés à servir le discours qui était celui attendu par leurs commanditaires, et d'autre part, un institut de lobbying situé sur K Street à Washington, D.C., qui employait une centaine de personnes qui, à temps plein, avaient pour fonction de faire obstacle à l'ensemble des agences fédérales qui avaient à cœur la santé des citoyens américains. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, s'agissant de ces industries qui produisent des externalités négatives, en particulier sur notre santé, l'investissement dans la fabrique du doute est le cœur de leur modèle économique. Parce que le jour où le doute n'existe plus, leur industrie s'effondre.
c'est un point qui me paraît absolument essentiel. Maintenant, une question que l'on doit se poser dans le cadre de ce débat, c'est comment est-ce que ces intérêts industriels ont pu faire prévaloir leur point de vue dans la sphère publique française. Ils ont pu le faire à travers les médias, par le filtre de la propriété et parfois de la publicité. Ils ont pu le faire par l'essor du lobbying, et je crois que l'essor du lobbying est consubstantiel aux évolutions politiques de ces dernières décennies, et notamment à un certain nombre de transferts de souveraineté vers l'Union européenne qui ont permis un espace pour les lobbyistes. Je parlais du général de Gaulle. Les décisions se prenaient dans son bureau de façon bilatérale avec le chancelier allemand. Aujourd'hui, les décisions se prennent à 27 et sur la base de majorité qualifiée, ce qui permet aux lobbyistes, et j'en connais dans mon entourage personnel, de construire des majorités circonstancielles pour faire prévaloir l'intérêt de leur industrie, quelle qu'elle soit, dans les discussions. Et enfin, il y a une dernière chose qu'il faut bien mentionner, qui est la fabrique d'une pseudoscience qui, malheureusement, tend désormais à l'emporter sur la science proprement dite. Alors, fabrique de pseudosciences, vous avez un exemple concret à nous donner? Par exemple, quand on parle en ce moment de climato-scepticisme, par exemple, il y a des gens qu'on dénigre. Enfin, qu'est-ce qui peut être orchestré? Là, vous nous avez donné un exemple américain en nous disant qu'on était capable d'orchestration, de manipulation à grande échelle. Alors, est-ce que vous voyez sous nos yeux ce type de choses se dérouler? J'espère que non. Oh, mais, bien évidemment, mais je partirai des travaux d'une scientifique reconnue qui est Naomi Oreskes, qui, il y a 20 ans exactement, avait passé en revue toute la littérature scientifique sur le réchauffement climatique en s'appuyant exclusivement sur des travaux publiés dans des revues à comité de lecture, par conséquent ouverts à la discussion de leurs pairs, obéissant à des règles scientifiques établies, des études empiriques, randomisées, contrôlées à chaque fois que c'était possible. Et ce qu'elle a constaté, c'est qu'il y avait un consensus sur la réalité du réchauffement climatique. Ce consensus scientifique n'existe pas dans l'espace public, parce qu'un certain nombre d'acteurs, pas uniquement industriels, mais également des acteurs étatiques, ont eu un intérêt à faire prévaloir l'idée selon laquelle il n'y avait pas de consensus scientifique. Je vais peut-être vous surprendre, mais aujourd'hui, le premier promoteur de climato-scepticisme au monde est Vladimir Poutine. Les trolls de Vladimir Poutine, jusqu'en février 2022, encourageaient massivement le vaccino-scepticisme à l'extérieur des frontières de la Russie, à l'intérieur des frontières, Poutine encourageait ses citoyens à se faire vacciner. Et ils ont basculé du jour au lendemain en direction du climato-scepticisme parce que la Russie a trouvé dans ce débat le moyen non seulement de fragiliser nos sociétés occidentales, mais d'encourager les intérêts géostratégiques de la Russie. La Russie est une station d'essence déguisée en État. La Russie a fait de son énergie le levier de sa puissance et de ses négociations internationales. Et aujourd'hui, la Russie encourage d'autant plus volontiers le climato-scepticisme que, si on est parfaitement cynique, de tous les pays au monde, celui qui a le plus manifestement intérêt au réchauffement climatique lui-même, c'est la Russie. Si on considère ces vastes plaines gelées qui deviendront fertiles et assureront, du point de vue russe, la domination durable géopolitique de ce vaste pays. Serge Herzberg, vous partagez justement l'analyse de David Colomb? Oui, tout à fait. La fabrique du doute est vraiment un élément de base de la stratégie des lobbies. Je reprendrai aussi un exemple sur le Nutri-Score. Il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'études dans des revues scientifiques internationales à comité de lecture démontrant l'intérêt, l'efficacité, validant l'outil de santé publique. Mais très souvent, les lobbies vont utiliser une ou deux études qu'ils ont eux-mêmes financées, qui sont souvent non pas des travaux originaux, mais ce qu'on appelle des revues narratives, c'est-à-dire des réinterprétations des travaux scientifiques pour essayer de montrer qu'il y a des aspects contradictoires et donc vont jouer sur ce côté. Vous voyez, c'est très complexe, tout le monde n'est pas d'accord et c'est quelque chose qui pèse aujourd'hui très fort dans la stratégie donc qu'utilisent les lobbies.
Et au niveau européen, aujourd'hui, on est confronté à ces discussions, puisque l'Europe réfléchit dans sa stratégie Farm to Fork à mettre en place un logo d'information nutritionnelle obligatoire pour l'ensemble de l'Europe. Donc le Nutri-Score fait partie des candidats naturels compte tenu de sa pertinence scientifique, de son soutien de la communauté scientifique, des associations de consommateurs. Mais ce qui est souvent mis en regard, c'est ces une ou deux études qui sont utilisées pour dire, vous voyez, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des avis contradictoires, c'est quelque chose de complexe, il faut encore plus d'études. Donc, souvent également dans la stratégie, et le doute sert à cela, c'est de retarder même la prise de décision, et ça fonctionne, puisqu'au niveau européen, aujourd'hui, la Commission européenne vient de reporter sa décision qui devait intervenir en 2023, après les élections prochaines européennes, et on peut penser que ça reportera à ce moment au calendrier grec cette décision. Alors, vous nous dites tous les deux finalement que l'Union européenne est structurellement complètement perméable au lobby, mais dans son essence même, finalement, dans sa construction à 27, non, David Colomb ? Ce n'est pas tant dans sa construction que dans le mode de construction de la décision. C'est-à-dire qu'il est aisé pour des lobbies puissants d'interférer avec la fabrique de la norme européenne en détournant et privatisant par exemple le trilogue. C'est un exemple que j'ai en tête parce qu'un ami lobbyiste m'a raconté comment il organisait concrètement un trilogue chez lui. Il ne pensait pas que les gens répondraient favorablement à son invitation, ils sont venus. Et s'ils sont venus, c'est parce que le financement même de la vie politique, le financement même également des recherches scientifiques est de plus en plus tributaire de l'argent privé, davantage que de l'argent public. Dans les questions qui me préoccupent aujourd'hui, c'est un enjeu qui me paraît absolument essentiel. Comment est-ce que la Chine est en train de tenter de nous réduire à l'état de colonie, sans mauvais jeu de mots compte tenu de mon nom de famille, tout simplement par l'investissement massif dans la recherche, dans nos universités, dans l'envoi massif d'étudiants en échange qui, dans un établissement comme le mien, payent des frais de scolarité extraordinairement élevés et rendent les laboratoires de recherche, rendent les universités enclins et enclines à faire preuve d'une certaine autocensure à l'égard du régime de Pékin. J'ai souvenir d'une double page dans le journal peu suspect de communisme, L'Opinion, une double page à la gloire de Xi Jinping. Et vous ne trouviez pas, bien évidemment, dans les pages de ce magazine très libéral, de critiques ouvertes à l'encontre du régime de Pékin. Lorsque le régime de Pékin vous donne des financements massifs, vous devenez, bien évidemment, quelque part, consciemment ou non, son obligé. Vous avez parlé de la vie politique. Vous avez des exemples à donner sur des financements privés qui influenceraient sur la vie politique ? Vous voulez dire qu'il y a des députés qui sont un peu trop sensibles à de l'argent privé ? Non, prenons l'exemple d'un candidat à l'élection présidentielle qui n'a pas de parti politique et donc qui ne bénéficie d'aucun financement parce qu'il n'a jamais présenté de candidat aux élections, ne s'est jamais présenté lui-même aux élections. Comment peut-il ou elle faire campagne ? Il lui faut faire appel au financement privé. Et la part du financement privé dans nos campagnes politiques, pas seulement en France, mais ailleurs, n'a cessé de croître. Aux États-Unis, Barack Obama a été le premier candidat démocrate à renoncer au financement public parce que le financement public avait un plafond très bas, enfin très bas. Par rapport à la France, il était gigantesque. Je crois qu'il était de l'ordre de 150 millions de dollars pour une campagne présidentielle. Mais une campagne présidentielle aux États-Unis, c'est 2 milliards de dollars. Et dans un de mes livres, je raconte le parcours de Karl Rove, qui était le conseiller de George W. Bush. Et Karl Rove avait une stratégie très simple, consistant à opérer la fusion entre ce que l'on appelle les politics et les policies aux États-Unis, c'est-à-dire ce qu'on appellerait la politique politicienne et puis les politiques publiques, à savoir vous adoptez des mesures favorables à une industrie, par exemple, vous annoncez que les États-Unis se retirent
des négociations internationales à propos du réchauffement climatique. Et cela conduit mécaniquement, sans qu'il y ait de quid pro quo, sans qu'il y ait de corruption, sans qu'il y ait de pacte, cela conduit les industriels qui encouragent le déni des réchauffements climatiques à vous faire un plus gros chèque à l'élection suivante. Et Karl Rove a mis en œuvre cette tactique de façon systématique, avec des effets sur la vie politique qui ont été de favoriser structurellement le Parti républicain. Il a également veillé à assécher les sources de financement du Parti démocrate. Les démocrates avaient deux sources de financement majeures il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années aux États-Unis. C'était ce que l'on appelle les trial lawyers, c'est-à-dire ces avocats qui font des actions groupées contre notamment les industries qui ont des externalités négatives, qui polluent l'environnement ou la santé. Et donc, vous restreignez par la loi la capacité qu'ont les avocats aux États-Unis de porter atteinte aux intérêts industriels, et c'est réglé. Il n'y a plus d'argent qui coule vers le Parti démocrate. Et ensuite, vous affaiblissez le droit syndical. Les syndicats aux États-Unis finançaient énormément le Parti démocrate, ce qui a conduit le Parti démocrate à se trouver plus dépendant que jamais de financement privé, de financement industriel, y compris venant des industries que le Parti démocrate avait combattues pendant des décennies. Là, c'est une question que je pose à tous les deux. Vous dites qu'il y a dérive et qu'il y a menace pour la démocratie ? Serge Herzberg, quand on écoute David Colomb et l'exemple américain. Oui, d'ailleurs, l'exemple pourrait aussi s'appliquer en France, hein, où alors, ça n'est pas la vision des lobbies. C'est peut-être moins prégnant pour l'instant en France. C'est moins prégnant, venir, mais... et l'expression est différente, le mode de fonctionnement est différent, que ce soit en France d'ailleurs, d'une façon générale, en Europe. Tout de même, juste quelques chiffres pour rappeler qu'en Europe, le poids des lobbies est quand même extrêmement important. Si vous regardez à Bruxelles, qui est devenue la première place forte des lobbies, avant c'était Washington, maintenant c'est Bruxelles. On estime qu'il y a entre 25 000 à 50 000 lobbyistes. Il y a plus de 12 000 entreprises qui sont recensées, organisations, entreprises qui sont recensées comme étant des structures de lobbying. Ce sont des budgets qui sont tout à fait considérables. Alors, menace pour la démocratie, oui, potentiel. Il peut y avoir un détournement, une entrave du fonctionnement de la démocratie représentative. Alors, il ne s'agit pas de dire que les lobbies ne doivent pas exister. C'est légitime qu'il y ait des lobbies qui défendent des intérêts spécifiques et particuliers. Ce qui est grave, c'est lorsque cette influence devient prégnante et que c'est la seule voie possible. Je raconte, parce que j'ai écrit aussi un livre sur ces problèmes de lobbying au travers de l'expérience que j'ai vécue, qui s'appelle « Manger tais-toi ». Alors, d'ailleurs, les lobbies ont souvent dit que je cherchais à arrondir mes fins de mois en publiant cet ouvrage sur les lobbies. Alors, je rassure tout le monde, je n'ai aucun intérêt puisque tous les droits d'auteur sont reversés à des fondations. Mais je raconte dans cet ouvrage à quel point donc, les lobbies sont capables donc, d'intervenir à ces niveaux très directs, et que ça n'est pas, là encore, toujours cette image de petits hommes gris qui viendraient avec des valises d'argent, mais ce sont sous des formes beaucoup plus subtiles qu'intervient ce lobbying. Et, juste quelques exemples. Si vous regardez l'Assemblée nationale, il y a par exemple des structures qui sont très directement liées au lobbying. Il y a des groupements d'intérêt, que ce soit les Amis du Cochon, par exemple, où il y a plus de 170 députés, les Amis... ou le club des Amis de la Vigne. Pardonnez-moi, ça, c'est pas répréhensible en soi. Non, les Amis des chasseurs, les Amis des viticulteurs... Ça n'est pas répréhensible que ça existe et que ce soit une voie d'expression qui touche les parlementaires. C'est gênant quand ça devient la seule voie possible. Je raconte dans mon livre comment un sénateur que j'ai rencontré me racontait, il s'était fait piéger dans une émission, dans Cache Investigation, où il avait oublié qu'il avait le micro cravate lorsqu'il était sorti du champ de l'image, et il parlait avec son attaché parlementaire, gêné par les questions de la journaliste. Il disait, est-ce que je ne devrais pas appeler l'ANIA pour avoir les éléments de réponse? L'ANIA, c'est l'Association nationale des industries alimentaires.
180 milliards de chiffre d'affaires, 450 000 emplois, ça pèse très très lourd. Et ce sénateur m'a fait venir pour discuter après l'émission où il a été brocardé notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Et il m'expliquait que pour lui, les lobbies, c'était important puisque ça lui permettait de s'exprimer, de comprendre, d'avoir les éléments d'information, ce que l'on peut parfaitement bien accepter, si ce n'est que ça ne peut pas être la seule voie possible d'information. Et quand je lui ai simplement dit, c'est très bien que vous écoutiez des lobbies agroalimentaires, mais vous pouvez aussi écouter d'autres voix, il m'a dit, écoutez, j'ai pas le temps, c'est plus facile parce que les lobbies, je les connais, ils viennent me voir, je les reçois, etc. Donc, c'est très inquiétant dans le fonctionnement démocratique quand ces lobbies deviennent la source principale d'information et capable d'influencer les choix politiques de nos décideurs. David Collomb, vous partagez cette analyse de Serge Herzberg. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour peut-être plus d'équilibre alors ? Je partage entièrement cette analyse et je crois qu'il est très important à ce stade du débat de rappeler que le lobbying n'est pas un mal en soi. Je considère également que la propagande n'est pas un mal en soi, que la persuasion n'est pas un mal en soi, et même la manipulation n'est pas un mal en soi si vous cherchez à persuader quelqu'un à son insu de faire quelque chose qui sera favorable pour lui ou pour la société, comme par exemple arrêter de fumer, mieux manger. Maintenant, la question qui nous est posée est avant tout celle de la transparence. Il y a eu une série de lois pour garantir la transparence de l'action des groupes d'intérêt auprès de nos élus et de nos dirigeants. Il existe des mesures. On peut savoir effectivement qui s'enregistre auprès de l'Assemblée nationale, qui s'enregistre auprès de la Commission européenne. En revanche, une bonne partie de l'action de ces groupes d'intérêt s'exprime en dehors du cadre qui nous offre la possibilité de la transparence. Parce qu'il est fait recours à des pseudo-associations prétendant servir l'intérêt général, qui sont des organisations de façade créées par des sociétés de relations publiques, parce qu'il est fait recours à l'action d'un certain nombre de cabinets d'avocats spécialisés dans le lobbying, qui organisent à 2 pas de l'Assemblée un déjeuner entre 13h et 14h pour que le patron d'une grande entreprise puisse vous dire tout le bien qu'il faut penser de son entreprise. Et ça échappe pour une bonne part à l'œil du citoyen et de la citoyenne, parce que la transparence n'est pas garantie. Et pour le sujet qui me préoccupe particulièrement en ce moment, parce que je considère que là réside la menace essentielle pour nos démocraties, à savoir les ingérences étrangères, c'est une porte ouverte à la Chine, à la Turquie, à la Russie, je vais pas m'arrêter là, à l'Iran, même à la Corée du Nord, pour exercer à notre insu une influence sur la fabrique, non seulement de la loi, mais la fabrique de l'opinion. Nous ne devrions avoir en France l'équivalent de ce qui existe aux États-Unis depuis 1938. 1938, il y a eu un scandale aux États-Unis parce que Hitler avait lancé une super campagne de relations publiques pour promouvoir le nazisme. Bon, il avait le droit de chercher à promouvoir le nazisme aux États-Unis. En revanche, il lui était reproché de le faire en secret. Et il était surtout reproché à des publicitaires de prendre l'argent d'Hitler sans dire qu'il prenait l'argent d'Hitler et sans dire, quand il s'exprimait dans la presse, qu'il le faisait pour porter le point de vue qui était celui d'Hitler. Et donc, une loi a été adoptée qui s'appelle la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, qui fait obligation à quiconque conduit une action d'influence pour le compte d'un État étranger à déclarer son activité. C'est ce qui permet de quantifier l'argent que verse, par exemple, le Kremlin pour influencer la production de la loi aux États-Unis, l'argent que verse la Chine pour que les Américains aient une meilleure opinion de Xi Jinping. Il me semble absolument indispensable que nous ayons aujourd'hui une loi comparable à celle-ci en France, parce que nous devons rendre visible ce qui aujourd'hui ne l'est pas en matière d'influence et de manipulation. Je crois que nos concitoyens ont besoin de clarté, de transparence. Je crois que la transparence, c'est le meilleur des désinfectants lorsque nous pouvons redouter qu'une partie de la fabrique de la loi ou de l'opinion soit corrompue. Mais vous ne pensez pas que c'est peut-être vertueux, mais que c'est impossible et que la transparence à tout prix mène à quelque chose d'un peu totalitaire ?
Vous le dites vous-même, on peut faire du lobbying dans un appartement privé. Et alors là, vous pouvez essayer de tracer la personne et de rendre tout ce qu'il y a de transparent de plus transparent. Serge Herzberg, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, surtout la transparence, malheureusement, a ses limites. Hein. Les exemples qu'a donné Daniel Colomb sont significatifs. Certes, on peut déclarer, d'ailleurs, en France, on a aussi une loi, la loi Sapin 2, qui a été tout de même aussi une avancée avec l'obligation d'enregistrer les Oui, groupes. il y a déjà beaucoup de choses qui sont en route. C'est indéniable, mais on voit aussi les limites de la transparence, ce qu'expliquait Daniel Colomb sur ces repas qui échappent à toutes les lois possibles. Je parlais de ces groupes parlementaires, le groupe de la table française qui organise des réunions très sympathiques dans des lieux très privilégiés avec d'excellents repas bien arrosés, invitant de très nombreux parlementaires. Tout ceci échappe tout de même à la réalité. Donc la transparence est un élément fondamental, et je partage tout à fait ce que vient de dire David Colomb, mais on en voit aussi ses limites. Donc plus de réglementation sûrement, mais en sachant que de toute façon, ce qui est fondamental maintenant, c'est que tout ceci rentre dans le débat public, dans le débat sociétal, et qu'aussi les citoyens s'expriment. Heureusement, nous avons quand même également une médiatisation de plus en plus importante de ces problèmes de lobbying qui sensibilise les citoyens, dans mon domaine les consommateurs, et c'est un élément aujourd'hui de pression pour qu'on aille encore plus loin dans la réglementation. Est-ce que vos vœux de transparence ne sont pas un petit peu dépassés avec l'irruption du numérique en matière de lobbying, David Colomb? Au contraire, puisque aujourd'hui, le numérique est l'un des vecteurs principaux d'influence secrète de la part de persuadeurs cachés, qu'ils soient publicitaires ou propagandistes, qui véhiculent leur narratif, informateur ou désinformateur, sans qu'aucun contrôle ne soit possible. Il devrait y avoir une transparence complète quand vous êtes en présence d'une publicité sur TikTok ou Facebook, quant à son origine, pas seulement son origine immédiate, l'association qui a financé cette publicité, mais son origine indirecte, parce que très souvent, cette association se trouve être financée par l'Iran ou par tel ou tel pays étranger qui a intérêt à semer le doute, la division ou le chaos dans nos sociétés occidentales. Et puis, je pense que tout le monde dans cette salle a conscience du fait que les médias sociaux sont des médias sociaux propriété de grandes entreprises qui servent bien souvent les intérêts d'États étrangers. On ne peut pas nier que les géants de Palo Alto aient servi sur la longue durée les intérêts géostratégiques des États-Unis. On ne peut pas davantage nier que TikTok aujourd'hui soit le principal instrument d'influence de la République populaire de Chine et de ses services de renseignement. Serge Herzberg? Oui, dans le domaine de l'agroalimentaire, on voit le poids aujourd'hui des réseaux sociaux qui reprennent via des influenceurs, via un certain nombre parfois de pseudo-anonymes comptes qui viennent vanter l'intérêt de tel ou tel produit. Ils pèsent aujourd'hui très lourd, c'est difficile à contrôler. Il y a eu des discussions récentes parlementaires au niveau du rôle des influenceurs, comment mieux rendre transparent le lien des influenceurs avec des opérateurs économiques. C'est extrêmement compliqué et c'est pourtant devenu très fondamental. Et on voit dans les batailles que l'on rencontre dans le champ de l'alimentation aujourd'hui à quel point les groupes de pression utilisent ces moyens pour faire passer un certain nombre de messages. Et on a beaucoup de mal à obtenir que même, ce qui pourrait être simple, c'est que les influenceurs, lorsqu'ils parlent d'aliments, qu'il y ait une référence à la qualité nutritionnelle en affichant éventuellement même le Nutri-Score, c'est extrêmement difficile à obtenir que le politique s'engage à ce niveau-là. C'est malheureusement un des échecs de la loi sur les influenceurs récente. David Colomb, oui. Je pense que la loi que j'évoquais tout à l'heure, le Foreign Agents Registration Act, le FARA aux États-Unis, permettrait de régler une partie du problème. Parce que quand on lit les rapports qui sont publiés ces dernières semaines, notamment les rapports de Microsoft sur les activités chinoises, on constate que la Chine s'est lancée à l'échelle globale, c'est-à-dire mondiale, dans le recrutement d'influenceurs, moyennant finance. Et la Chine paye très bien ses influenceurs occidentaux. On constate que le premier pays concerné, c'est la France, dans le rapport récent,
Pourquoi ? Parce que la Chine mène une politique d'influence à l'intérieur même de notre pays, mais aussi en Afrique, pour contrer l'influence française et éventuellement y mettre un terme définitif. Or, rien aujourd'hui ne fait obligation à ces influenceurs, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube, de déclarer leur lien d'intérêt avec la Chine. Il faudrait les obliger à déclarer ce lien d'intérêt. Il ne s'agit pas de les priver de leur liberté d'expression, parce que vous avez le droit de chanter les louanges de Xi Jinping si ça vous amuse. En revanche, nous avons, nous, le droit de savoir si Xi Jinping vous a payé pour chanter ces louanges. Et je crois que ça aurait le mérite de protéger en partie notre environnement informationnel et surtout celui de nos enfants, qui appartiennent à une génération où il devient de plus en plus difficile d'échapper à ces médias sociaux numériques. Ça permettrait à notre société de connaître un débat qui, pour l'essentiel, se déroule bien à l'intérieur de nos frontières. Alors, entre la présence croissante des influenceurs et ce que vous avez très bien exprimé tout à l'heure tous les deux, c'est-à-dire ce à quoi nous avons affaire, la fabrique du doute, comment s'en sortir en tant que citoyen ? Quand on vous écoute, comment finalement arriver à faire la part des choses entre ce qui a trait au lobbying et ce qui est normal, puisqu'on l'a dit en soi, ce n'est pas mauvais, mais l'idée de ne pas se faire finalement broyer par cette machine, soit en termes d'influence, soit en termes de propagande, soit en termes de défense de certains intérêts. Le mardi prochain, c'est ça, le 3 octobre, vont s'ouvrir les États généraux de l'information en France. Un vaste débat qui a été souhaité par notre président de la République pour questionner la fabrique de l'information, questionner éventuellement les ingérences étrangères. Il nous appartient à toutes et tous ici de participer à ce débat, de contribuer à ce débat. Nous avons un besoin vital d'un espace informationnel intègre l'intégrité de l'information, que ce soit dans les médias traditionnels ou que ce soit dans les médias en ligne, est fondamental. Parce que l'information ne doit pas exclusivement être considérée comme un outil commercial. L'information est un bien public. C'est un bien que nous avons en commun et que nous devons défendre. Je plaide pour que l'on soutienne un journalisme indépendant. Je plaide aussi, c'est à contre-courant, pour un journalisme de service public. Je plaide aussi pour que nos décideurs politiques à l'échelon national ou à l'échelon européen envisagent peut-être un média social de service public qui nous protégerait non seulement des ingérences informationnelles étrangères, mais des effets délétères d'un système économique qui consiste à prélever des données pour vendre une partie du cerveau de nos enfants aux annonceurs les plus offrants. Il y a des pistes. Nous pouvons faire des choses. Il est urgent de les faire parce que si nous n'agissons pas, nous allons au-devant d'une situation extraordinairement compliquée si l'on considère simplement le nombre d'élections générales qui vont se produire en 2024. La Russie et la Chine se sont lancées dans des politiques d'ingérence massive dans un grand nombre de pays. L'influence française est menacée là où elle s'exerce encore. Et il s'agit non seulement de défendre nos esprits des ingérences étrangères, mais de défendre aussi, je crois, les intérêts fondamentaux de notre nation. Serge Herzberg, défendre nos esprits. Oui, défendre nos esprits. Il faut revaloriser les sources d'information officielles. C'est tout à fait extraordinaire de penser que dans certains domaines, dans le champ de la santé, ils existent. Alors, malheureusement, pas sous forme de médias sociaux, services publics, comme le propose David Colomb, et ce serait sûrement très utile, mais l'Agence nationale de santé publique, Santé publique France, fournit des informations. Dans le domaine de l'alimentaire, mangerbouger.fr, un des sites les plus médiatisés, puisqu'il est en bas des publicités, est très peu utilisé, très peu fréquenté et pèse pas lourd par rapport aux sources d'information non officielles. Donc il faut réussir à revaloriser les sources d'information officielles. Il faut que le public puisse relativiser l'intérêt, la validité de ces différentes sources d'information quand elles sont portées en effet par les pouvoirs publics, dans le champ de la santé, par les instances de santé publique, par rapport à des médias sociaux dans lesquels il n'y a absolument aucune vérification, bien sûr,
à la fois de la qualité, de la source, de l'information. Mais pour réguler tout cela, pour surveiller, même disons les choses, tout cela, hein, par exemple, d'où viennent les influenceurs, quels sont leurs liens, par exemple, avec la Chine, est-ce que vous dites, et j'aimerais entendre un petit peu votre conclusion sur le sujet, puisqu'ensuite nous allons prendre des questions dans la salle, est-ce que vous diriez qu'il faut que le politique retrouve aussi une forme de souveraineté sur ces sujets, David Collomb? Il me paraît nécessaire de faire en sorte que le politique mène le combat contre les manipulations de l'information sans porter atteinte aux principes fondamentaux de notre régime politique, que sont la liberté d'expression et la liberté d'informer. La tentation est grande pour le pouvoir, quel qu'il soit, de réagir à la gravité de la situation par des mesures liberticides, en interdisant des contenus notamment, ou en demandant aux plateformes de supprimer des contenus que l'on considère comme malveillants ou désinformateurs. Or, non seulement c'est souvent inefficace, mais c'est contre-productif. Et surtout, c'est donner raison à ceux de nos adversaires qui font de même chez eux et se trouvent légitimes à le faire dès lors que nous aussi, à la manière des Chinois, nous nous mettons à filtrer les contenus sur Internet. Donc il nous faut tout à la fois développer un état d'esprit de défense informationnelle face à toute forme d'information malveillante, nous doter d'instruments pour garantir que nous ayons un espace informationnel le plus intègre possible, mais aussi, je le crois, défendre notre régime de liberté. Conclusion, Serge Herzberg. Oui, je pense que c'est fondamental de trouver cet équilibre entre le respect, en effet, de la liberté d'expression et d'un autre côté, le gong vient de tomber, mais être capable tout de même, en effet, de permettre de fournir, au travers de cette transparence sur les liens d'intérêt, qu'ils soient de nature politique ou économique, dans les médias sociaux, est tout à fait fondamental. Y a-t-il des questions parmi vous? Oui. Bonjour. D'abord, vous dire combien je trouve votre débat absolument passionnant. Et il y a un acteur que vous n'avez pas du tout cité, qui est la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique. Pour avoir suivi et être toujours concernée, elle rentre dans des détails qui sont extrêmement intrusifs, y compris sur votre train de vie, etc. Pourquoi vous n'en parlez pas? Est-ce que vous dites que finalement elle ne sert à rien? Et dans ce cas-là, est-ce que l'argent qui est mobilisé ne pourrait pas servir plus efficacement? Allez-y, David Collomb, je sais. Cela fait partie des mesures qui, de mon point de vue, pardonnez-moi, en dépit du caractère intrusif de ces dispositions, ça fait partie des mesures qui vont dans le bon sens parce que cela répond à une attente fondamentale de nos concitoyens, qui est celle d'une certaine transparence. Nous avons demandé, attendu et obtenu de nos médecins qu'ils déclarent leur lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. C'est très bien, on en est heureux. On peut attendre la même chose de nos élus. Maintenant, ce n'est pas suffisant au regard du phénomène que nous avons abordé, à savoir l'exercice d'une influence par une industrie de l'influence au service de commanditaires étatiques, para-étatiques ou industriels qui cherchent à manipuler la production de la loi ou les politiques publiques. Il nous faut donc trouver d'autres dispositifs plus efficaces peut-être que ceux qui existent actuellement. Autre question? Oui. Bonjour, merci infiniment pour ce débat qui est passionnant. Je voulais simplement dire, pour finir peut-être sur une note positive, qu'il y a de vrais citoyens qui sont les lanceurs d'alerte au péril de leur vie, très souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vous avez raison d'insister aussi sur le rôle des citoyens. Et depuis quelques années, on voit à la fois ces problèmes de lanceurs d'alerte qui sont extrêmement utiles dans cette discussion et sur ce sujet. Mais également, ce qui est quand même très intéressant, c'est également de voir l'ensemble des initiatives citoyennes qui viennent contrebalancer le poids des lobbies. Dans le domaine, par exemple, du Nutri-Score, la mise en place d'applications visant à justement permettre d'avoir accès au moment où les industriels refusaient
de fournir l'information sur la composition nutritionnelle, les pétitions citoyennes qui ont été lancées, tout ceci contribue également à faire avancer les choses. On n'a pas parlé aussi du rôle des médias, et ils sont extrêmement importants. Là, et c'est vrai que dans mon expérience d'une trentaine d'années dans le champ de la santé publique, les rares dossiers qui ont pu réellement avancer ont souvent été des dossiers dans lesquels les médias ont joué un rôle fondamental, justement de mettre dans le débat public ces questions à la fois de santé publique et les interférences des lobbies, qui a quand même pesé aussi comme contrepoids dans les décisions politiques. Oui, mais j'ai envie de dire que là, justement, les médias faisaient leur boulot. C'est pour ça qu'on n'en a pas forcément parlé. Quand tout se passe bien. Autre question, madame, oui. Alors attendez, micro, on va vous apporter un micro. Ah. Oui. Oui, bonjour. Merci pour ce débat, notamment sur les Nutri-Score. En écoutant David Colomb, bon, je me suis demandé si j'étais pas au Festival du Rire en avant-première de Saint-Raphaël, puisque dans la lignée de votre collègue d'hier de Sciences Po, vous avez en effet dénoncé les vrais groupes de pression qui s'abattent sur la France en ce moment, de la Corée du Nord à l'Iran, bien entendu. On a du Vladimir Poutine à longueur de chaîne, c'est bien connu. Votre silence sur la participation de Bill Gates, non seulement à l'OMS, 20% quand même, ne vous fait pas tiquer. Pfizer ne vous fait pas tiquer. Que Bill Gates, que vous avez cité, soit au capital du monde, ne vous a fait pas tiquer. Bon, je me demande si groupe de pression et versus groupe de pression, si vous-même, d'ailleurs sur le plateau, vous n'êtes pas un groupe de pression qui fait face et qui veut déstabiliser peut-être d'autres groupes de pression. Monsieur Colomb, j'ai bien aimé votre diction péremptoire sur tous les sujets, mais voilà, c'est la question que je me pose, groupe de pression. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Sur les médias sociaux, un certain nombre de trolls du Kremlin m'ont qualifié, je cite, de truite la moins oxygénée du ruisseau, de poudré de Davos, pour ne citer, de complotiste atlantiste, de gros pans qui s'écoutent parler, de cerveau saturé d'intox, de larbin de ses maîtres américains, etc. Je crois avoir commencé tout à l'heure par parler de la volonté américaine d'impérialisme sur nos esprits. Et si vous avez la curiosité de feuilleter mes livres, vous constaterez que l'essentiel de ces livres est consacré à la propagande états-unienne, américaine. Si vous lisez mon dernier livre, où effectivement il est question de Corée du Nord, de Chine, de Russie, parce que ces pays nous veulent du mal, plus immédiatement peut-être que les États-Unis, vous constaterez aussi que je consacre plus du tiers du livre à la volonté des États-Unis de dominer l'information mondiale pour favoriser leurs intérêts au détriment des autres pays, y compris de leurs propres alliés. Donc, je crois qu'on peut essayer de me faire passer pour à peu près tout. Je suis peut-être la truite la moins oxygénée du ruisseau, je n'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que je ne suis pas un agent atlantiste, que je suis un historien, que tout ce que j'affirme, je le fais sur la base de travaux qui ont été publiés et réalisés par des gens très sérieux, et que je m'efforce de mener mon travail dans la plus grande transparence. Vous pourrez le voir au nombre de notes en bas de page que je fournis dans chacun de mes livres à l'appui de chacune de mes affirmations. Voilà. Mais en tout cas, merci pour votre intervention. Jean-François Elfrécy. Je voudrais pour la salle que vous rendiez compte du travail considérable qu'a fait Serge Herzberg. Il est très modeste, hein, mais il a fait un travail remarquable, et c'est un travail français qui est maintenant pris à l'Europe, et il a déplacé des montagnes. Enfin, moi qui vois ça d'un peu loin, je ne suis pas directement dans sa discipline, mais je me permets de vous saluer à cette occasion. J'ai de l'autre côté de la truite qui manque d'oxygène, j'ai bien aimé pour la semaine qui arrive, en effet, que votre phrase disant que l'information est aussi un bien précieux et un bien civique.
je crois qu'on est trop parti dans laisser partir l'information finalement dans des chaînes très, très privées, et qu'il faut qu'on revienne à quelques fondamentaux. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait du privé, ça va de soi, mais que ça reste un bien précieux et un bien citoyen, ça l'est. Alors là, par contre, où je ne suis pas du tout d'accord avec ce débat, c'est que vous avez parlé uniquement des groupes de pression, je dirais, qui vont un peu contre l'économie, etc. Il y a d'autres groupes de pression qui existent. Le milieu associatif, les NGO, tout ce qu'on a connu sur alors mon époque, le milieu d'ACT UP, de SIDAction, actuellement de Renalou, qui posent des questions et qui viennent des citoyens. Donc voilà, vous avez parlé d'un certain groupe de pression, il y a d'autres groupes de pression qui existent. Il y a un troisième groupe de pression qui existe aussi venant du milieu associatif, c'est avec des composantes plutôt religieuses et citoyennes. Et on voit bien en ce moment les enjeux que ça peut poser. Donc tout ne se résume pas à votre partie du débat. Il y a toute une partie qui n'a pas du tout été abordée. On ne peut pas tout aborder. Je sais, plus, hein. Mais je préfère le rappeler. Voilà. Après, il y a effectivement des groupes de pression sociétaux qui sont de plus en plus importants, et ça mériterait une émission en soi. Oui, bonjour. Je voudrais vous poser une question. Vous avez beaucoup parlé d'information. Et moi, ne pensez-vous pas que le meilleur moyen de lutter contre les groupes de pression, c'est la formation ? En particulier, je voudrais parler de la nutrition. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de formation scientifique. On l'a dit à plusieurs reprises. Jean-François Delfraissy en a parlé, a même mis en cause un peu les politiques, excusez-moi, Monsieur Guénaud, en disant qu'ils n'ont pas forcément de formation politique, c'est de formation scientifique. Et je trouve qu'il y a le même manque dans l'éducation nationale. Parce que former des jeunes à la nutrition, c'est très facile de leur expliquer ce que c'est qu'un lipide, qu'un glucide, des graisses saturées. Il ne faut pas des heures de cours. Et les jeunes devraient posséder ça parfaitement. Ils peuvent l'appliquer tous les jours quand ils achètent un produit, pouvoir lire les étiquettes. Donc je trouve qu'il y a vraiment un manque de formation scientifique dans l'éducation nationale. Et pour élargir un peu le débat sur les groupes de pression en général, c'est un problème beaucoup de sens critique. Et ça aussi, c'est le rôle de l'école. Je pense que le gros problème pour lutter contre les groupes de pression, c'est la formation, c'est l'éducation. On en revient toujours à la culture, aux humanités. Voilà. Je pense que c'est le seul remède. Voilà. Merci. Alors on peut quand même noter un progrès, c'est en matière de médecine. Les jeunes médecins sont sans doute plus en alerte par rapport à ce qui peut être groupe de pression qu'il y a 30 ou 40 ans. Alors est-ce que c'est valable dans le domaine de la nutrition? Et pour répondre à la demande de madame sur tout ce qui est formation. Oui, je voudrais juste remercier Jean-François Delfraissy pour, venant de sa part, ce compliment me touche, mais en fait, je n'ai fait que mon métier. Je suis un hôpital universitaire, je suis payé pour faire cela, donc je n'ai pas réellement de mérite. Madame, vous avez raison sur le rôle de la formation, c'est crucial, la formation des politiques, mais les politiques ne peuvent pas être formés à tout. Donc c'est là où il faut qu'ils cherchent l'information, là où ils doivent trouver une information qui est fiable. Et c'est un peu ce que je disais, c'est pas simplement auprès des lobbies qu'ils vont avoir l'information la plus objective. Maintenant, la formation dans l'éducation, c'est tout à fait crucial, mais il faut être très attentif que si aucun nutritionniste ne vous dira le contraire, c'est essentiel, ça n'est pas suffisant. Savoir ce que sont les glucides, les lipides, les protéines, c'est bien, mais quand on achète dans un magasin, on n'achète pas des glucides, des lipides, on achète de la viande, une pizza ou des céréales petit déjeuner. Donc, il faut à la fois qu'on ait une formation qui soit plus appliquée, peut-être moins fondamentale et plus en réalité, plus en phase avec la réalité. Et il faut, au-delà de la formation, que soient mises en place des régulations, des réglementations qui fassent que l'environnement par défaut soit plus favorable au choix alimentaire. Donc la formation, oui, c'est indéniable, on ne peut que la demander, mais ça n'est pas suffisant. Tout ne repose pas sur l'individu. Il y a une pression sociétale, que ce soit la publicité. Quand vous allez dans un supermarché, ce n'est pas au hasard que les produits sont mis dans les rayons ou en sortie de caisse ou en tête de gondole. Donc il faut qu'on réglemente aussi un certain nombre de choses. Il faut moins d'exposition à une pression qui pousse grâce au marketing, à une alimentation qui soit pas la plus favorable sur le plan de la santé. Donc, il faut coupler formation avec
une amélioration de l'environnement dans lequel nous sommes. Et ça, c'est le rôle des politiques de le faire. Ce sera une très belle conclusion. Merci beaucoup Serge Herzberg, merci David Collomb. Dans un instant, finalement, c'est la suite. Alors évidemment, restez tous avec nous, puisqu'il va être question d'un très beau thème, construire l'intérêt général, avec Henri Guénaud, qu'on ne présente plus, haut fonctionnaire, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, et puis l'écrivain et journaliste Kamel Daoud.